Eh bien, bonjour et bienvenue à ce nouveau Café Sapiens. Bonjour à vous qui nous suivez en direct. Bonjour à vous qui allez nous écouter un petit peu plus tard en regardant le replay de ce Café Sapiens. J'en profite pour vous rappeler que tous nos événements médias sont sur YouTube, accessibles gratuitement. N'hésitez pas à aller les voir, les entendre et à occuper ainsi vos nombreux voyages par des discussions extrêmement intéressantes. Alors ce matin, nous recevons Guillaume Bredon. Bonjour Bonjour Guillaume. Dominique. Bonjour Dominique. Nous sommes ravis de t'accueillir. Alors Guillaume est un expert du droit du travail et du droit social. De 2002 à 2020, il a été associé fondateur du cabinet BRL Avocat et depuis le 1er janvier 2021, il est le fondateur d'un nouveau cabinet qui se nomme Edgar Associés. Alors, tu es titulaire du CAPA, c'est-à-dire le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il faut le dire, on n'emploie trop de code que tout le monde ne comprend pas. Tu as un doctorat, tu es donc docteur de droit privé sous la direction du professeur Tessier à Paris 2, Panthéon, Assas, pardon, et tu es un spécialiste du droit du travail. Voilà. Et puis, depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, tu as accepté bien volontiers de prendre la direction de notre observatoire droit du travail. Et c'est à ce titre aujourd'hui que nous te recevons, l'Observatoire du droit du travail étant un de nos 11 observatoires thématiques au sein de l'Institut Sapiens. Avant de démarrer notre discussion, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à travers la fonction chat et la fonction discussion en pied d'écran, et nous nous efforcerons d'y répondre dans la dernière partie de notre rencontre. Alors, juste avoir quelques propos préliminaires. Ce café Sapiens est un peu particulier pour nous, puisque le but, comme vous l'avez vu sur l'annonce, hein, c'est de définir ensemble l'agenda prioritaire de la ministre du Travail, Catherine Vautrin. Et donc, nous lançons cette initiative de réfléchir à l'agenda de chacun de nos ministres préférés, entre guillemets, et nous en ferons d'autres sur d'autres thèmes. On a dans notre objectif de préparer des points pour le ministre du Logement, hein, le logement étant un autre sujet très sensible pour les Français et dans un secteur qui est au bord de la crise sociale également. Donc, c'est dans cet esprit que l'on fait ce premier Café Sapiens, en considérant qu'on en fera beaucoup d'autres, avec une idée, des propositions, des propositions, des propositions, et pas autre chose. Voilà. Alors, en préparant un petit peu avec Guillaume cette liste de priorités, on s'est donné quatre objectifs hein, qui vont être nos quatre piliers pour cette discussion. Essayer de voir comment, sous un angle très concret, le droit du travail peut répondre et nous permettre de parvenir au plein emploi, euh, permettre de soutenir également le pouvoir d'achat et puis de faire un effort de mise en conformité avec les règles européennes, le droit européen, sans oublier bien sûr, parce qu'on en parle partout tous les jours, la préparation au JO. Y a-t-il un lien entre le droit du travail et la préparation au JO? Nous allons le voir dans quelques minutes. Voilà. Alors, on y va, Guillaume. J'ai une première question un peu plus générale pour commencer. Est-ce que des décisions prises en matière du droit du travail peuvent-elles avoir vraiment des impacts concrets sur les résultats économiques de notre pays, sur la vie des Français, certainement, mais sur la croissance, sur la lutte contre le chômage? Est-ce que tu as des exemples très concrets ou très récents à partager avec nous? Je crois que c'est une évidence que de dire que le droit du travail est un facteur qui est pris en compte notamment par les décideurs économiques lorsqu'ils décident d'investir, soit parce que ce sont des investisseurs étrangers qui décident d'investir en France, soit lorsque les investisseurs français décident d'accroître leur capacité de production en France. Ils prennent en compte nécessairement les aspects en matière de droit du travail, puisqu'on sait que parmi les sujets qui doivent être pris en compte pour évaluer le payback, le retour sur un investissement, le coût du travail est un élément qui est déterminant dans l'assiette de valorisation des produits. Et donc, évidemment, le droit du travail, en termes de compétitivité,
est un élément, un des critères qui est vraiment pris en compte par les investisseurs. À titre d'exemple, on a bien vu ces dernières années que les investissements étrangers ont plutôt augmenté. Le nombre d'usines ouvertes par des investisseurs étrangers a désormais, après des années de reflux, hein, a désormais, la tendance est inversée. Et le nombre d'usines en cours de création ou en cours de modernisation augmente. Et ça, c'est lié très probablement, lorsqu'on interroge, enfin c'est certain, lorsqu'on interroge les investisseurs, c'est étroitement lié au fait que les investisseurs savent désormais que le droit du travail n'est plus un facteur bloquant et les efforts faits par le président Macron au début de son premier mandat avec les ordonnances Macron et notamment la barémisation des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse joue beaucoup dans la prévisibilité du droit du travail. Et donc, très clairement, c'est un facteur qui joue sur la psychologie des investisseurs et qui va être de nature à accroître la compétitivité de la France d'un point de vue économique. Donc, alors, c'est vrai que c'est difficile à mesurer, mais quand on interroge encore une fois les investisseurs et les patrons, hein, ils vous disent très clairement que parmi les facteurs qui les dissuadaient au cours des 20 dernières années d'investir en France, il y avait le droit du travail. Désormais, c'est un des éléments qui n'est plus mis en avant véritablement, ou en tout cas dans une position qui vient bien en deçà de ce que l'on pouvait observer jusqu'à présent. Donc, très clairement, le droit du travail et sa simplicité ou sa complexité est un des éléments, un des facteurs qui joue sur la compétitivité et donc sur la richesse nationale. Tout à fait. Non, non, c'est tout à fait exact. J'ai fait partie du fait de mon expérience, de ma vie professionnelle, pardon, d'un cercle des directeurs financiers de grands groupes étrangers en France. Donc, un cercle qui se tenait à Paris. Et chaque mois, on recevait une personnalité. Et alors, à chaque fois, la question de la personnalité, qui était souvent quelqu'un d'un ministère ou de Bercy ou un député et autres, un élu, chaque fois, la question était alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous ameniez davantage d'entreprises, pour que vous créiez davantage d'emplois, etc., etc. Et c'est marrant parce que c'était des directeurs financiers hein, qui répondaient et tous disaient le droit du travail. Donc, on a bien vu que c'était une force de blocage. Et dans les derniers temps où j'ai participé, il n'y avait plus cette remarque. C'est exact. C'est tout à Ouais. fait exact. C'est-à-dire il y a vraiment un facteur psychologique, en fait, hein, qui était jusqu'à présent Ouais. dissuasif, qu'il est beaucoup moins. Enfin, je trouve que dans le discours de mes clients hein, que je conseille, ce point-là s'est atténué depuis les ordonnances Macron, on peut dire. Hein, Mmh. enfin, même, c'est une tendance de fond, en fait, pour être plus honnête. Il faut dire que la loi El Khomri, auparavant, avait déjà bien entamé Ouais. le travail. Et donc, depuis allez, on va dire maintenant 10 ans, le droit du travail a arrêté de se complexifier, me semble-t-il, et est plutôt enfin, connaît plutôt une tendance vers une plus grande simplification et surtout une plus grande prévisibilité. Et c'est ça qui est important pour les chefs d'entreprise, Mmh. c'est de ne pas être surpris par des décisions sur tel ou tel sujet. Alors évidemment, là, on a un contre-exemple, on en parlera tout à l'heure, avec les arrêts de la Cour de cassation sur les congés payés. C'est C'est un vrai. véritable contre-exemple en la matière, mais voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de surprise, entre guillemets. Euh, et donc, voilà, la prévisibilité du droit du travail est un élément important sur lequel il faut encore travailler, probablement. Merci. Tout à fait. Il nous reste du travail. Alors, parvenir au plein emploi. Alors, ça paraît toujours un peu étonnant de s'imaginer qu'un droit peut nous permettre, un droit au sens juridique du terme, peut nous permettre d'améliorer l'emploi et d'arriver au plein emploi, mais on a quelques sujets à discuter. Tout d'abord, est-ce que la mise en œuvre de la réforme France Travail, la création de France Travail depuis le 1er janvier, peut, selon toi, favoriser ce plein emploi, ce retour au plein emploi? Déjà, avant d'aborder peut-être ce point, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, aujourd'hui, on est confronté à un paradoxe hein, très fort, c'est qu'on a encore 8% de chômage, 7-8% de chômage selon les calculs, et on a des centaines de milliers d'emplois non pourvus dans les entreprises.
Donc là, Mhm. c'est un vrai paradoxe qu'il faut. Enfin, je pense que moi, si j'étais le ministre du Travail aujourd'hui, Allez, vas-y, vas-y, lâche-toi. c'est vraiment le point. Enfin, ça serait vraiment la feuille de route principale que j'aurais sur mon bureau, c'est-à-dire faire en sorte que ce paradoxe se dissipe, puisqu'il n'est pas normal qu'on ait 8% de chômage en France, alors, encore une fois, qu'on a des centaines de milliers d'emplois. Dans tous les secteurs d'activité, aujourd'hui, il y a des postes non pourvus, que ce soit dans la restauration, que ce soit. Alors, ce n'est pas forcément des emplois qualifiés, hein, mais dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans l'industrie énormément, donc dans les nouvelles technologies. Donc, dans tous les secteurs d'activité, on a du mal à recruter et pour autant, on a encore 8% de chômage. Alors, pour résorber ce paradoxe, il me semble qu'il y a plusieurs pistes, effectivement. Il faut que le marché du travail soit plus fluide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les demandeurs d'emploi, ceux qui sont sans emploi, sans activité, soient orientés euh, de façon plus, on va dire, avec une impulsion un peu plus forte, on va dire, vers le travail. Ça veut dire qu'il faut bien sûr mettre en adéquation les besoins de formation professionnelle avec l'offre de formation professionnelle. Il faut donc orienter les formations vers des emplois qui sont à pourvoir. Et ça veut dire aussi que, il faut s'occuper de l'angle mort, hein, que l'on connaît, qui est l'emploi des seniors. Alors, si on revient à France Travail, évidemment, le fait de mettre sous un même organisme qui va chapeauter l'ensemble des acteurs du chômage, enfin, qui est des personnes Mhm. qui vont venir encadrer à la fois l'orientation des chômeurs vers le monde professionnel, vers de nouveaux de nouveaux jobs, pardon, mais aussi qui va régler l'indemnisation, la prise en charge des populations fragiles, les jeunes, les handicapés, voilà, les seniors. Évidemment, ça me semble plutôt ça paraît cohérent. Mhm. Encore faut-il que ce ne soit pas, on ne tombe pas dans les errements classiques français qui consistent à ajouter une couche, à ajouter un nouveau niveau d'appréciation à une organisation qui est déjà complexe et faire en sorte que finalement cette nouvelle organisation ne soit source de complexité plutôt que simplification. Donc ça, Mhm. ça, c'est l'effet éventuellement pervers qu'on peut craindre. Maintenant, dans son principe, le fait de regrouper tous ces acteurs sous une même appellation et sous un même organisme chapeau devrait permettre de fluidifier les interactions entre les différents acteurs et devrait permettre au niveau régional, moi j'y crois beaucoup, de pouvoir faire rencontrer l'offre de travail avec les chômeurs, enfin, les demandeurs d'emploi au sens large. Mhm. Donc voilà, maintenant, si on creuse un tout petit peu dans les sujets, il y a effectivement l'orientation professionnelle des jeunes. Il faut absolument que les jeunes soient orientés et soient formés à des métiers qui sont à pourvoir et non pas soient formés dans l'absolu pour des métiers dont on sait que ce sont des trappes à chômage. Ouais. Enfin, sans vouloir être désagréable avec certains, mais quand on voit les facs de psycho où il y a pléthore d'étudiants qui s'engagent dans ces voies, alors qu'on sait très bien qu'il y a des débouchés, certes, mais qui ne sont pas à la hauteur du nombre d'étudiants, bah, ça, c'est une trappe à chômage. Mhm. Au contraire, on sait qu'il y a des centaines de milliers d'emplois dans les nouvelles technologies qui ne sont pas pourvus, qu'on a besoin d'informaticiens, qu'on a besoin de gens qui sont bons en maths, etc. C'est quand même dommage de ne pas orienter notre jeunesse vers ces métiers. Donc ça, c'est pour les jeunes. Après, ceux qui sont au chômage et qui sont malheureusement dans une voie, dans une impasse, eh ben, il faut les remettre sur le marché du travail, donc il faut les reconvertir. Et là, il faut faire un effort très puissant de reconversion professionnelle, mais qui doit s'accompagner aussi par des obligations, des droits bien sûr toujours, mais des obligations aussi qui doivent peser sur les demandeurs d'emploi, qui consistent une fois qu'on les a formés, bah, à occuper des emplois qui leur sont proposés et puis, si les personnes ne souhaitent pas reprendre un emploi, au bout d'un moment, il faut que le régime d'indemnisation en tienne compte. C'est Mhm. un peu ce qui est en train de se mettre en place et on a vu une mesure hein, prise par le gouvernement précédent, par le ministère du Travail précédent et par le législateur bien sûr, qui oblige maintenant
les employeurs à dénoncer auprès de France Travail Ouais, les collaborateurs qui refuseraient de CDI. Mais alors là, je trouve que la logique, on la comprend, mais dans dans le mode opératoire, malheureusement, ça me semble un ouais, peu délicat, puisque ça fait peser sur l'employeur l'obligation de dénoncer son collaborateur ou son futur collaborateur ouais, si c'est, celui-ci n'accepte pas un CDI. Mais il faut se mettre à la place de l'employeur en question. S'il est dans un secteur où il a du mal à recruter et que l'on sait que c'est un employeur qui va dénoncer auprès de Pôle emploi ou de France Travail le fait de ne pas accepter un CDI, celui-ci ne pourra plus du tout recruter. ouais, Et ouais, plus ouais. personne ne viendra, il pourra même plus recruter en CDD ni en Hmm, intérim. Parce hmm, qu'évidemment, ça se saura. Ça se saura dans les bassins d'emploi. On sait, il y a des réputations, les gens se parlent. Et donc, si vous êtes un employeur qui dénonce, eh bien, probablement, vous aurez du mal à recruter en CDD et en intérim demain. Donc, hmm. ça, je trouve que faire peser sur l'employeur toujours la responsabilité, ça me semble une mauvaise chose. Maintenant, responsabiliser les gens qui, effectivement, refusent des emplois en CDI à plusieurs reprises, eh bien, au bout d'un moment, il serait légitime, et en effet, que l'indemnisation euh, de Pôle emploi en tire les conséquences. Ouais, tout à fait, tout à fait. On a un petit peu l'impression dans cette recommandation que euh, on ne réalise pas bien les conséquences de ce que l'on propose, hein, ce qui est quelquefois le cas dans les projets de loi, hein. On a une belle idée, mais on n'a pas regardé les conséquences, on n'a pas fait d'analyse D'impact. précise de ce qui pourrait se passer, d'impact, et puis ben voilà, on y va gentiment, et puis en fait, on se dit bah comme ça, l'État fera pas son job de policier entre guillemets, et c'est l'entreprise qui va faire la police. Bon, c'est pas Bah, raisonnable. c'est sûr C'est que c'est une forme de déresponsabilisation, il me semble, enfin ouais, déresponsabilisation de l'organisme qui est fait pour ça, hein, qui est Pôle emploi hier, France Travail demain. À mon avis, c'est quand même à eux d'organiser les choses et de sanctionner le cas échéant les collaborateurs, enfin les demandeurs d'emploi qui refusent les emplois en CDI. C'est pas à l'employeur de le faire. Lui, ce qui compte, c'est qu'il arrive à embaucher. Il propose des emplois. ouais. Mais c'est pas lui de dénoncer ceux qui refusent. Enfin, en tout cas, ça le met dans une difficulté, dans une situation qui peut être très délicate, encore une fois, comme je viens de l'indiquer. Ouais. L'autre sujet, c'est l'emploi, l'autre angle mort, hein, c'est l'emploi des seniors. Mhm. Effectivement, où en France, on a un système qui est lié aux conventions collectives, à la, à la hiérarchisation et à la structure des rémunérations, qui fait que plus vous êtes ancien dans votre poste, plus votre rémunération est élevée. Et donc, évidemment, et c'est bien, enfin, tout le monde a envie de voir sa rémunération augmenter tout au long de sa carrière. Mais il se trouve que dans certains secteurs d'activité, pour certaines fonctions, euh, le fait de voir la courbe des salaires augmenter tout au long de la carrière finit par être une trappe également à chômage, puisque la courbe de la productivité pour certains métiers, évidemment, il ne faut pas généraliser, mais Ouais, quand même bien sûr. pour tous les métiers physiques, par exemple, la courbe de productivité, à un moment donné, n'est plus en parallèle avec la courbe de l'augmentation de la rémunération. Il faut se faire l'idée que en fin de carrière, quand on a eu des travaux très délicats, très difficiles, physiques ou psychologiquement compliqués, eh bien, on est peut-être un peu moins productif Mhm. en fin de carrière. Et lorsque la rémunération continue à croître alors que la productivité de la personne redécroît naturellement, et Mhm. c'est pas un jugement que je porte là, c'est juste un constat, C'est une eh réalité. bien, l'écart qui s'accroît fait que l'employeur a plutôt tendance à embaucher un jeune plutôt qu'un ancien. Et donc, et c'est là, et c'est un problème qu'il faudrait résoudre à un moment donné. D'ailleurs, ce sont des, on voit ça hein, dans les pays scandinaves, par exemple. On voit, Mhm. il y a des courbes de salaire qui redescendent en fin de carrière progressivement. Et donc, ça pourrait s'accompagner d'ailleurs d'une évolution. Cette baisse de cette rémunération pourrait être s'accompagner, Compenser. compensée par une diminution du temps de travail, une diminution une évolution dans les conditions de travail, peut-être le fait de pouvoir accepter des jobs moins exigeants physiquement, Mhm. La mais semaine de surtout 4 jours. La semaine de 4 mais avec une rémunération peut-être un peu inférieure. Et là, si on faisait ça pour les emplois, encore une fois,
qui sont durs physiquement et pour lesquels il y a un écart qui se creuse, eh bien peut-être que l'employabilité des seniors redeviendrait importante. Si on ne règle pas ce problème, on aura du mal à augmenter l'employabilité et l'emploi des seniors, même si on a joué hein, sur le facteur retraite, c'est-à-dire on a décalé Mhm. avec les différentes réformes de retraite, on a décalé dans le temps le départ en inactivité. Force est de constater que en France, on a un taux d'employabilité, un taux d'emploi des seniors qui est extrêmement faible par rapport à nos partenaires européens. Et ceci explique peut-être cela. Est-ce qu'on peut penser, parce que c'est une idée qui est exprimé fréquemment, que nos seniors, le groupe dont je fais partie d'ailleurs, pourraient participer en étant un petit peu rémunérés, vraisemblablement par l'État, au coaching des jeunes, à des travaux de préparation et d'accompagnement de jeunes, notamment dans des métiers peut-être plus manuels, mais aussi dans des métiers intellectuels, hein. Euh, pour leur Alors, permettre de mieux s'intégrer, d'accélérer leur intégration, etc., quoi. Pour ceux qui ont le souhait de le faire, et c'est pas une obligation, mais ceux qui ont la possibilité de le faire et ont une belle expérience professionnelle à partager, quoi. bien sûr, alors toutes les, toutes les bonnes idées sont à mettre en place. Maintenant, ça peut pas, si tu veux, on peut pas avoir un coach enfin, tous les seniors ne peuvent pas être Ouais. coach, même si il y a des secteurs d'activité encore où là, par exemple, je pense au nucléaire, je pense à l'industrie de défense, je pense dans ces secteurs d'activité, il y a un savoir-faire Mhm. euh, euh, qui est extrêmement important. Bien euh, sûr. qui, du fait une certaine période où on a interrompu les grands chantiers ou les grandes commandes de l'État, ont vu, non, enfin, ces secteurs n'ont pas recruté et observent aujourd'hui un trou dans leur pyramide des âges. Et donc, il y a un problème de transmission du savoir-faire. Donc, évidemment, pour ces secteurs-là, les seniors, bah, la transmission par les seniors de leur savoir-faire est évidemment la bienvenue. Mais tu vois, ça peut pas être quelque chose sur lequel l'ensemble des secteurs repose. Enfin, on ne peut pas miser une stratégie Mhm. nationale là-dessus. Il y a évidemment des secteurs où ça va jouer, où on va employer les seniors à la transmission de leur savoir-faire, mais ça peut pas être collectif. Il faut qu'on ait des systèmes qui fassent que le senior intrinsèquement reste compétitif dans son emploi. C'est évidemment, il faut évidemment pas généraliser. Beaucoup de métiers où, au contraire, la productivité ou en tout cas la, la performance du collaborateur augmente avec l'âge. Je pense aux médecins, je pense Ouais. Aux chercheurs. tous les chercheurs, tous les métiers intellectuels, où là, l'expérience va amener de la plus-value qui est quantifiable et qui évidemment, euh, est bien rémunérée, enfin, justifie, pardon, ça justifie l'augmentation de la rémunération constante. Mais ça, c'est vrai pour certains métiers, ça n'est pas vrai pour tous. Et donc, si on ne règle pas ce problème-là, on aura encore une fois du mal à- à- à avoir un emploi des seniors qui soit équivalent aux autres catégories d'emploi. Ouais, c'est clair. Euh, J'ai pas pour habitude de poser les questions avant la fin, mais là, on nous pose une question. Que fait-on pour entretenir le capital intellectuel et physique des salariés? Alors, je la cite surtout pour la conclusion que j'aime beaucoup. Le salarié d'aujourd'hui est le senior de demain. Une belle Et oui, conclusion pour ce qui est clair, c'est il faut, dans le cadre de stratégies euh, de, de, d'évolution. d'évolution des compétences et des métiers, hein, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse correctement dans les entreprises. Malheureusement, beaucoup d'entre elles ne gèrent leurs emplois qu'à court terme et donc Mhm. ont peu de visibilité sur leur canne de commande à venir, n'ont pas de stratégie véritablement de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Mais ce qu'il conviendrait de faire, c'est effectivement des plans de succession tout au long de la carrière où on passerait d'un emploi à l'autre et puis à la fin de la carrière, eh bien, on aménagerait la fin de carrière vers ces métiers de transmission C'est ça. de Ouais. compétences, d'encadrement, voilà, ça c'est l'idéal.
Mais, on n'a pas, mais dans une entreprise, évidemment, on n'a pas besoin de quatre chefs d'équipe pour quatre collaborateurs. Exact, Forcément, exact. donc à un moment donné, ça coince. On peut pas, tout le monde ne peut pas être chef d'équipe. Et Ouais. donc, voilà. Des stratégies d'emploi, d'évolution des collaborateurs d'un métier à l'autre, avec des passerelles, peut-être d'un secteur même d'activité à l'autre, pourraient être envisagées. Euh, Mhm. j'ai un exemple en tête euh, d'un client qui est une entreprise de transport, de bus collectifs. Transport des enfants qui vont chercher les enfants à l'école, Mhm. etc. Bah ça, c'est typiquement des emplois qui peuvent être occupés par des seniors parce Ouais. que ce sont des gens qui sont responsables, qui sont prudents, qui vont être voilà. Et donc ces métiers-là, c'est des réserves, si tu veux, d'emploi des Mhm. seniors, alors que d'autres métiers beaucoup plus physiques, évidemment, ne sont Ouais. plus compatibles. Donc il faudrait en Et puis fait on quelque travaille moins part, dans la journée, quoi. On travaille moins dans la journée. On n'est pas, oui, il n'y a puis pas les horaires. voilà, et puis il y a des horaires qui peuvent correspondre un peu mieux au mode de vie des seniors. Ça peut se cumuler avec l'emploi, dans le cadre d'un emploi, cumul emploi-retraite. Donc il y a beaucoup de. Voilà, il faut réfléchir aux métiers qui peuvent être occupés de façon optimale par les seniors. Et puis Mhm. d'autres, au contraire, où bah, il faut se faire à l'idée que c'est un peu moins, ils sont un peu moins faits pour eux. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Eh bien, on a une inflation incroyable du nombre d'invalides, du nombre d'inaptes au travail, Ouais. avec des gens bah, qui sortent du marché de l'emploi, Ouais. qui pèsent sur les comptes de la sécurité sociale parce qu'ils sont en invalidité, ils sont donc rémunérés en arrêt de travail longue durée. Et donc voilà, et donc ça, donc il y a évidemment une dimension prévention hein, à mettre en place, Ouais. prévention de l'usure professionnelle. Donc ça suppose véritablement une stratégie de construction de carrière qui malheureusement bah, sont peu mises en œuvre dans les entreprises. Il faut bien le dire. Mhm. Et là, le rôle du médecin du travail pourrait jouer, quoi. Ouais. Quelque part, au sein de l'entreprise, quoi. C'est normalement Et son job. c'est Ouais. normalement son rôle, hein. Allez, on s'arrêtera là. Il y a peut-être un dernier point qu'on pourrait évoquer pour le plein emploi, c'est la formation professionnelle, là. Essayer de faire un effort en matière de formation professionnelle. Enfin, Bah, c'est très clair que la formation professionnelle, c'est un peu le serpent de mer hein, qu'on a abordé depuis des années, mais sans véritablement réussir, de mon point de vue, hein, à parvenir aux objectifs. La preuve, c'est qu'il y a une adéquation aujourd'hui entre le marché du travail et puis la formation des collaborateurs, puisqu'on a encore 7% de chômage. Donc, cette formation professionnelle, bah, il faut évidemment la mettre en place pour faire en sorte qu'elle soit pertinente, qu'elle soit conforme aux attentes des entreprises, puisque c'est eux qui emploient quand même. mhm. Alors, il y a eu la création du CPF, dont on voit qu'il est utilisé, mais majoritairement pour des formations qui ne sont pas finalement conformes aux attentes des entreprises. C'est avec une bureaucratisation terrible de la formation professionnelle en elle-même. Ouais. Quand on voit les certifications de Calliope, honnêtement, c'est d'une complexité sans nom, de telle sorte Mhm. que beaucoup d'organismes de formation, beaucoup d'entreprises, beaucoup de formateurs renoncent finalement à être certifiés Calliope parce que Mhm. tellement compliqué, on passe plus de temps à formaliser et à organiser la formation qu'on va dispenser plutôt à la faire. Ouais. Donc ça, c'est vraiment enfin, l'exemple type de ce qu'on arrive de l'usine à gaz qu'on arrive à produire en France. Donc ça, c'est terrible. Donc ça, il faut évidemment revoir ça en Madame la simplifiant. Alors, ministre, s'il vous plaît. ouais. Alors l'objectif était louable, hein. L'objectif était de faire sortir du marché des organismes de formation frauduleux qui Ouais. n'avaient pas de pédagogie, qui n'avaient pas de. Mais franchement, là, on a atteint le paroxysme de la bureaucratie. Mhm. C'est terrible. Et donc, c'est pas comme ça que la formation professionnelle va se développer. Donc, alors, au contraire, satisfecit peut-être que ces dernières années, c'est l'augmentation de l'apprentissage, du nombre d'apprentis, où là, Mhm. effectivement, il y a eu véritable croissance de l'apprentissage. Alors, avec un petit bémol, hein, parce qu'il y a beaucoup d'apprentis qui sont des apprentis de gens qui ont des bac+5, Mhm. de toutes les façons, on va trouver un emploi et qui
Et donc, l'augmentation principale du nombre d'apprentis, enfin, la cause principale de l'augmentation des apprentis, c'est surtout l'augmentation des contrats Des aides. d'apprentissage dans les universités, et plutôt pour les niveaux supérieurs qui, eux, n'avaient pas de problème pour trouver un emploi. Et Hmm. peut-être un peu moins, même si ça a quand même augmenté, pour des métiers manuels ou dans l'industrie, où là, on a un vrai besoin voilà. Peut-être qu'il faudrait recentrer les aides à l'apprentissage sur les métiers qui en ont vraiment besoin, Besoin, ouais. et pour les secteurs où on a vraiment un besoin de transmission du savoir-faire qui est important. Hmm. Alors, si on parlait de soutenir le pouvoir d'achat, euh, Alors ça, c'est la question d'actualité, évidemment, avec un ben taux oui, d'inflation qui est important. Le pouvoir d'achat, c'est une des principales priorités des Français. Là, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Il y a deux leviers. Soit on augmente les salaires, soit on baisse les charges pour avoir ben une oui. rémunération nette qui ne s'érode pas trop. Donc l'augmentation des salaires, ça passe par de l'augmentation de la productivité. Parce que Ben sans oui. productivité, on ne peut pas augmenter les salaires. Et donc ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça passe aussi par peut-être la dynamisation du dialogue social dans les branches, avec peut-être mettre en œuvre, là aussi, un serpent de mer, hein, c'est-à-dire la simplification du nombre enfin la diminution du nombre de branches, le regroupement des branches, parce qu'il y a encore beaucoup de branches qui n'ont pas de dialogue social véritable, qui Mhm. ne négocient pas, comme cela doit être le cas, les salaires de façon périodique, et donc ils ont des salaires minima qui sont inférieurs au SMIC, et donc c'est le SMIC finalement qui gère les augmentations de salaire. Donc ces branches-là, bah, elles sont trop petites pour manifestement nourrir un dialogue social pertinent. Il faut donc les regrouper. C'est quelque chose qui est annoncé depuis des années, avec des mesures dites qui devraient être coercitives, mais on ne les voit pas apparaître. Euh, Moi, je pense qu'il serait préférable, en effet, que ces branches se regroupent pour offrir à leurs adhérents des services de qualité et offrir aux salariés de ces branches un accompagnement plus important. Ça rejoint aussi, hein, cette notion d'emploi passerelle, de développement des Mhm. compétences, de construction des carrières. Quand on a une branche dynamique, ce type de réflexion peut être fait au niveau de la branche, et donc on peut construire des choses intelligentes. Quand on est dans une toute petite branche des microscopiques, eh bien, on n'a pas les Ouais. moyens pour faire tout ce travail de fond. Et donc, clairement, ça joue à des faveurs de la négociation salariale, de l'augmentation des salaires. L'autre point, c'est évidemment la baisse des cotisations salariales, si on veut augmenter le net. Pour ça, il faut qu'on ait des risques, enfin le traitement des grands risques, hein, c'est-à-dire la vieillesse, la santé et le chômage, donc qui sont couverts par les caisses de retraite d'un côté, France Travail pour le chômage de l'autre, et puis la sécurité sociale pour tout ce qui est le risque maladie. Il faut que ces régimes bah, soient à l'équilibre, voire en excédent, pour pouvoir à nouveau diminuer les cotisations. Pour ça, il faut peut-être être un peu plus rigoureux dans la gestion de ces organismes. Alors, pour ce qui est de Pôle emploi, ben, enfin, les ACIDIC, on sait que depuis quelques années, ça va un peu mieux. Et donc, il y a quelques excédents qui sont À identifiés. récupérer? Alors, à récupérer, non, mais peut-être que ça vaudrait le coup, puisque c'est en excédent, de diminuer les cotisations. Oui. Peut-être continuer à inciter les collaborateurs à reprendre rapidement un travail en diminuant la durée d'indemnisation, en diminuant aussi, en réintroduisant une dégressivité des allocations, puisqu'on sait très bien, hein, et les chiffres le montrent, que c'est lorsque on arrive en fin de période d'indemnisation que là, le retour vers l'emploi est le plus important. Donc, il y a un phénomène qui est très clair, hein, C'est humain. qui est humain, c'est qu'on tire sur la corde le plus possible, et puis on commence à envisager la reprise du boulot bah, quand l'indemnisation soit s'érode, soit prend fin. Et en tout cas, les chiffres le démontrent. Donc là, on pourrait être un peu plus rigoureux, surtout quand on a un nombre comme ça d'emplois disponibles en France qui ne sont pas pourvus. On pourrait aller dans cette voie. L'autre point, hein, c'est les arrêts de travail. Les arrêts de travail, honnêtement, il y a évidemment, quand on dit ça, c'est politiquement incorrect, mais tout le monde connaît des gens qui abusent autour de soi. Euh, Hmm.
tout le monde en connaît, et donc ça existe, contrairement à ce qu'il dit. Il y a des gens qui vont chez leur médecin pour se faire arrêter, et les médecins qui sont complices de ce phénomène et qui donnent des arrêts de travail, en veux-tu, en voilà, avec des arrêts soit de longue durée, soit à répétition. Le nombre de fois où l'employeur me dit, bah voilà, j'ai refusé RTT parce que ça ne nous arrangeait pas, un collaborateur, il s'est mis en arrêt de travail, c'est quotidien. Donc ce Ouais. genre de choses, ça coûte extrêmement cher. Ce sont des abus qu'il faut dénoncer et qu'il faut chasser. Je sais que c'est politiquement correct de dire ça, mais à un moment donné, il faut bien que quelqu'un le dise. Mhm. Euh, Quelqu'un le donc, dise, on est d'accord, on est tout à fait d'accord. donc ça, si on prend pas ça, et pareil sur les médicaments, le tout gratuit, dès lors que les choses sont gratuites, c'est que quelqu'un paye à un moment donné, hein, et qui paye, Oui, c'est la collectivité. Donc il y a pas de. Là aussi, faut responsabiliser. Moi, le maître mot là, dans ce type de dossier, je pense, c'est la responsabilisation de tout le monde. Donc et, responsabiliser les consommateurs de médicaments, responsabiliser les médecins qui, qui, euh, qui allouent des arrêts de travail de façon parfois honnêtement inconsidérée. Responsabiliser les collaborateurs aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut pas, il faut pas qu'il y ait un maintien de salaire à 100%. Il faut réintroduire de la carence systématiquement pour que eh bien, les gens soient responsables dans leur démarche. Mhm. Puis moi, je voulais en profiter pour rappeler à ceux qui ne le savent pas, mais ceux qui nous écoutent, que aujourd'hui, sur un bulletin de paye, le salarié ne participe plus au financement de Pôle Emploi, c'est-à-dire de son chômage, hein. Il n'y a plus que l'employeur qui finance le chômage. Le Ouais. salarié ne participe plus. Donc, et là, je regrette une autre décision qui a été celle d'enlever le prix des médicaments sur les boîtes. Il n'y a plus une boîte avec un prix de médicament. Donc, finalement, on a tous l'impression que C'est gratuit. on prend de l'aspirine et que ça coûte rien. Et c'est pas du tout le cas. Et peut-être que psychologiquement, si on remettait les prix, Oui, alors, il faut je qu'il y veux ait. bien croire que ça encouragerait le marché noir, je ne sais trop quoi, parce que les gens connaissant le prix pourraient fixer un prix de vente au marché noir plus élevé, mais c'est pas le débat. De toute façon, la Moi, je pense qu'il faut réalité, qu'il y ait, ouais, il faut qu'il y ait un reste à charge systématique. C'est-à-dire qu'on ouais, peut pas y avoir de 100% gratuit. Ça n'existe pas, ça. mhm, Et encore une fois, quand c'est gratuit, c'est que quelqu'un d'autre paye. Donc, voilà. quelqu'un d'autre, c'est la collectivité qui paye dans ce cas-là. Il faut bien se rendre compte que quand tout est gratuit, eh bien, ce sont ceux qui sont jamais malades, ceux qui consomment moins, qui payent pour les autres. Donc, Mhm, il y a une certaine forme de, de cohésion sociale et de participation collective, bien sûr. C'est le principe même sur lequel notre État est fondé. Mais il doit y avoir des limites. Il doit y avoir des limites à tout cela. Et il faut que, encore une fois, il y ait des délais de carence pour les arrêts de travail qui soient systématiques, qu'on ne puisse pas se couvrir contre ces délais de carence. C'est-à-dire que les régimes de prévoyance ne devraient pas, enfin, les contrats de prévoyance ne devraient pas permettre de couvrir les premiers jours d'arrêt de travail. La boîte de médicaments, il devrait y avoir un reste à charge minimal mhm, pour toute prestation. C'est normal, quand on consomme, on paye, c'est normal. mhm, mhm. Tout à fait, tout à fait. Sur le problème des charges sociales et du financement de ces charges sociales, bon, c'est un sujet qui dépasse largement l'agenda immédiat de la ministre, mais c'est certainement un sujet sur lequel il faut travailler. Alors, nous, on a pensé créer un groupe de travail au sein de l'Institut Sapiens sur ce sujet. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui travaillent là-dessus. Je sais qu'il y a le groupement des professions de services, le GPS, qui rassemble les fédérations des métiers de service. Donc, il y a beaucoup de salariés derrière ces fédérations, plusieurs millions de salariés, et ils réfléchissent également pour voir comment est-ce qu'on pourrait créer un modèle qui n'impacterait pas autant aujourd'hui la productivité et l'attractivité du territoire France et qui permettrait malgré tout de continuer à être solidaire et à permettre à chacun de se soigner et d'avoir tout ce dont il a droit, mais avec un financement complètement différent. Alors, je ne sais pas si tu as un mot à partager là-dessus ou... Bah, Bon, ça, c'est le grand débat de l'assiette, en fait, des cotisations, en fait, hein. ouais. Aujourd'hui, la cotisation pèse sur le travail, donc sur le salaire des salariés.
Voilà. La question, c'est est-ce qu'on devrait élargir le financement de ces régimes euh, à d'autres champs, comme par exemple bah, les revenus du capital, ce genre de choses. Donc, c'est évidemment un vaste problème, mais c'est finalement aller dans cette voie sans parler de responsabilisation du salarié, du bien sûr. consommateur, etc., c'est finalement euh, toujours contourner le problème et ne pas Ouais. évoquer Ne pas l'évoquer. ne pas évoquer les vrais problèmes qui sont liés à certains abus. Honnêtement, si vraiment on faisait la chasse aux abus, je pense qu'on réduirait de façon considérable les déficits. Et donc, il n'y aurait pas besoin d'aller chercher d'autres voies de financement. En allant Mhm. chercher d'autres voies de financement, finalement, on ne résout pas le problème. Enfin, on le résout, mais pas véritablement. Voilà. Donc, finalement, on accroît le niveau d'imposition. En fait, ce que ça passe par quoi? Ça passe par l'augmentation de la CG-CRDS. C'est ça le sujet. Le fait de flécher l'augmentation de la CG-CRDS sur le financement des organismes de Ouais. sécurité sociale. Bon, voilà, je pense que commençons déjà par avoir une approche rigoureuse de la gestion de ces organismes et de ces régimes plutôt, ce régime de sécurité sociale et déjà on aura fait un grand pas. Mhm. Non, tout à fait. Tout Et à c'est pas fait. impossible. Regarde le régime des retraites. En tout cas, le régime de France Travail, Pôle Emploi est à l'équilibre. Le régime des retraites, il est à l'équilibre. Euh, alors évidemment, il y a des grands débats sur quels sont les paramètres sur lesquels il faut jouer pour continuer à être à l'équilibre dans les prochaines années. Mais Mhm. c'est quand même des régimes qui sont à l'équilibre. Le point noir, c'est la sécurité sociale. Ouais. Euh, les arrêts de travail, hein. C'est vraiment ça C'est le. sûr, ouais, voilà, tous les arrêts de travail, on est d'accord. OK. Alors, et le droit européen, la simplification, qu'est-ce qu'on peut suggérer à Madame la ministre de ce Alors, côté-là? moi, si j'étais Madame Vautrin, il y a un sujet évidemment qui est extrêmement d'actualité, hein. C'est le sujet des congés, le sujet de l'acquisition des congés payés pendant les périodes d'arrêt de travail, justement, Bah oui. puisque, comme chacun sait maintenant, la Cour de cassation dans des arrêts de septembre dernier, septembre 2023, entériné la position de la Cour de justice de l'Union européenne, au terme de laquelle, pendant un arrêt de travail, donc pendant qu'on est malade, pour le droit européen, on continue d'acquérir des droits à congés payés. Ça fait des années que le droit européen et la Chambre sociale de Cour de cassation alertent le gouvernement en leur disant il faut modifier la législation nationale sur le sujet parce que vous n'êtes pas en conformité avec le droit européen et rien n'est fait. Et là, patatras, bah, la Cour de cassation a fini par dire bon, on en a marre. Ils ont rendu plusieurs arrêts qui valident le droit européen sur le sujet. Et donc, pour la Cour de cassation, un salarié qui est en arrêt de travail continue à acquérir des droits à congés payés. De la même façon, les droits qu'il a acquis avant son arrêt de travail, donc les droits à congés payés qu'un salarié a acquis avant son arrêt de travail de longue durée, eh bien, doivent être reportés à l'issue de son arrêt maladie. Ça, évidemment, ça n'était pas respecté par les employeurs de droit privé. En droit Mhm. public, la transposition a eu lieu il y a plusieurs années, mais en droit privé, ça n'était pas le cas, puisque la législation nationale considérait que pendant les arrêts de travail, c'était pas du temps de travail effectif et donc il n'y avait pas d'acquisition de congés payés. Donc les employeurs, évidemment, n'ont pas ouvert de droit à leurs collaborateurs, sauf exception, et il y a quelques conventions collectives qu'il a, qu'il avait anticipées, mais sauf exception, les employeurs sont donc confrontés aujourd'hui à des réclamations potentielles de leurs collaborateurs qui sont partis de leur entreprise ou qui sont encore dans leurs effectifs et qui ont connu des périodes d'arrêt de travail. Eh bien, ces employeurs sont donc confrontés aujourd'hui à des réclamations potentielles de l'acquisition des CP pendant les 10 arrêts. Et donc là, il y a un vrai sujet. Il faut vraiment que le gouvernement intervienne pour encadrer, enfin, d'abord mettre en conformité le droit national avec le droit de l'Union européenne, et puis encadrer autant que faire se peut les réclamations rétroactives auxquelles les employeurs vont être confrontés, puisque
par définition, les employeurs ne pouvaient pas se conformer à une règle qui n'était pas encore entrée en vigueur dans le droit national. Et donc ça, c'est un problème, vous voyez, tu vois, de sécurisation juridique Mhm. qui nuit, là pour le coup, à l'image de la France vis-à-vis des investisseurs étrangers, puisque les montants en question peuvent être considérables, hein, et c'est quelque chose qui n'était C'est pas clair. anticipé, qui n'était pas anticipé par les employeurs, encore une fois, parce que le gouvernement n'a pas fait son job pendant des années de mettre en conformité le droit national avec le droit européen. Donc là, il y a une urgence à intervenir sur le sujet. Il faut vraiment s'y mettre. Alors, ça, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faudrait ne pas faire, en revanche, c'est suivre la voie vers laquelle le précédent ministre du Travail nous avait indiqué qu'il entendait suivre, c'est-à-dire la remise en cause des ruptures conventionnelles. J'ai Ouais. lu pas mal de déclarations sur le sujet en disant que peut-être il fallait revoir le Premier ministre, Elisabeth Borne, avait indiqué que pour elle, la rupture conventionnelle était un facteur de multiplication de chômeurs et que ça coûtait très cher à la collectivité. Voilà. Donc ça, honnêtement, remettre en cause ce mode de rupture qui a fait ses preuves, qui convient à tout le monde, à la fois aux employeurs et aux salariés, et qui sécurise finalement les ruptures de contrat serait une erreur fondamentale, à mon sens, et euh, engendrerait immédiatement un nouvel accroissement des contentieux prud'homaux qui ont plutôt eu tendance à baisser ces dernières années, compte tenu justement de l'entrée en vigueur de ces ruptures conventionnelles. Donc, si on veut euh, à nouveau surcharger les conseils de prud'homme, il n'y a qu'à supprimer les ruptures conventionnelles. Et de toutes les façons, il y aura des modes de contournement qui seront plus compliqués, qui seront utilisés, hein, qu'on connaît tous, les licenciements plus transactions, ce genre de choses. Mais ça complexifiera les choses, ça générera du contentieux, et donc, à mon sens, il ne faut surtout pas aller dans cette voie. Je recommande au ministre de ne surtout pas aller dans cette voie. C'est bien parce De que la- tu as répondu à une de nos questions. On avait même deux questions sur le sujet du point des ruptures conventionnelles, des gens qui s'inquiétaient en disant où en sommes-nous par rapport à cette annonce qui avait été faite. Très bien. Bah, moi, j'ai répondu. En tout cas, c'est pas moi Oui, qui oui, décide, j'ai bien évidemment. entendu. Mais en tout cas, je, 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 alors je crois savoir que Madame Vautrin ne va pas aller dans cette voie, mais en tout cas, je l'y encourage fortement. Enfin, On l'encourage fortement, fortement. Dans les simplifications, est-ce qu'il n'y a pas un grand chantier à mener sur le grand nombre de potentiels contrats de travail. Enfin, alors il y a celui de base qu'on connaît tous, il y a celui qu'on connaît bien aussi qui s'appelle le CDD, mais il y a des intérimaires, enfin, il y a tout un tas de contrats de travail, des fois un peu spécifiques. Est-ce que le CDI doit rester le CDI? Est-ce qu'il faut inventer autre chose? Est-ce que ça fluidifierait le marché du travail? bah, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, encore une fois, on est face à un problème de recrutement, hein. Donc, Mhm. on n'est pas dans une période où il faut protéger absolument les collaborateurs qui sont au chômage parce qu'il n'y a pas d'emploi. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des emplois disponibles qui ne sont pas pourvus. Et Bien ça, sûr. c'est vraiment le sujet. Donc, il faut fluidifier vraiment et mobiliser tous les moyens pour embaucher. Moi, le nombre d'employeurs qui me disent bah, moi, je veux embaucher, mais je ne trouve pas de gens en CDI. Je ne trouve pas de gens en CDI. En revanche, des gens en CDD ou en intérim, j'en trouve plein. Ouais, Par contre, quand je leur propose un CDI, ils ne veulent pas, parce que ça correspond aujourd'hui aussi à un mode de vie, le recours à l'intérim, enfin pour un salarié ou au CDD. Il y a des gens, et je ne porte pas de jugement quand je dis ça, qui se satisfont de ce mode de vie où il y a une alternance de contrats à durée déterminée et de période de ouais, chômage. Bon. Et donc, parfois, les employeurs me disent, bah, voilà, moi j'ai des gens très bien, ils veulent pas que je les embauche en CDI, mais je peux plus les recruter en CDD parce que j'ai déjà épuisé le nombre de renouvellements requis, j'ai voilà. déjà épuisé la durée maximale, j'ai déjà... Donc, évidemment, bah, voilà, donc je suis obligé de m'en séparer et d'aller tenter de recruter quelqu'un d'autre à l'extérieur pour éviter la requalification du CDD en CDI. Là, c'est la quadrature du sac quand même. C'est-à-dire que Bah oui. c'est la complexité
qui est censé protéger les collaborateurs, qui finalement protège le système de cette alternance entre période de travail et période de chômage, et qui ne permet pas aux employeurs d'embaucher en CDI. Donc, une simplification de tout ça me semblerait évidemment souhaitable. En fait, il faut arrêter l'hypocrisie qui consiste à ne pas voir que le CDD ou l'intérim, c'est la période d'essai pour le CDI. Mhm. Période d'essai d'ailleurs de part et d'autre. Donc, pourquoi ne pas entériner le fait que certains collaborateurs veulent continuer de travailler en CDD? Pourquoi ne pas entériner le fait que, bah oui, un CDD, c'est aussi une façon d'embaucher et de tester le collaborateur et après de l'embaucher en CDI. C'est, c'est le cas aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi ne pas en tirer toutes les conséquences? Pourquoi ne pas simplifier Mhm. finalement ces normes avec des contrats extrêmement rigides quand on est embauché en CDD, des contrats extrêmement rigides quand on est embauché en intérim? Pourquoi ne pas fluidifier tout ça et faire en sorte qu'on tienne compte finalement des aspirations à la fois des salariés et des besoins des employeurs? Donc moi, je suis Mhm. très favorable, évidemment, mais ça aussi, c'est un serpent de mer qui court depuis des années, quoi. C'est l'Arlésienne. La Mhm. simplification du contrat de travail, c'est l'Arlésienne depuis des années. Mais bon, ça Mhm. ne veut pas dire que ça n'évolue pas. Il n'y a qu'à voir la barémisation au prud'homme, a Ouais, fini des par arriver, hein. indemnités. Ouais, Ça ouais. finit par arriver et ça fonctionne très bien aujourd'hui. Mhm. D'ailleurs, le taux d'indemnisation qui est versé aux collaborateurs n'est pas supérieur ni inférieur, elle est quasiment équivalente à ce qui se pratiquait auparavant. Mais au moins C'est aujourd'hui, intéressant. C'est intéressant. c'est prévisible. Voilà, Ouais, ouais, ça ouais, évite les différences d'appréciation d'une juridiction à l'autre. ouais. Donc, en moyenne, c'est quasiment la même chose. Donc, ça a baissé un tout petit Mhm. peu, je crois, mais c'est pas très significatif. Mhm. D'accord, d'accord. Alors, on s'est réservé le meilleur pour la fin, hein, les Jeux Olympiques. Alors, comment on se prépare aux Jeux Olympiques? Alors, les Jeux, Ou dit autrement. Vas-y. les Jeux Olympiques, on voit bien ce qui va poindre, c'est-à-dire que c'est l'occasion pour Ça a commencé d'ailleurs. un certain nombre de revendications professionnelles Ouais. de prendre ce phénomène, cette manifestation en otage. Très clairement, il y a beaucoup d'organisations syndicales qui font monter une pression importante sur les syndicats patronaux ou les employeurs directement Mhm. en leur faisant une forme de chantage. Si vous ne nous augmentez pas d'ici les JO, on se mettra en grève au moment des JO. Bon. Et ça, on observe ça à chaque fois que les gens, également les gens partent en vacances, à chaque fois qu'on peut prendre en otage les citoyens, eh bien, on est en proie à ce type de démarches, qui honnêtement ne sont pas dignes de partenaires syndicaux responsables Ouais. et qui donnent pourtant des leçons sur euh, la nécessité d'avoir un dialogue social constructif, mature en France, etc. Enfin bon, quand on en est à ce type de démarche, je pense qu'on s'éloigne un tout petit peu de l'objectif. Donc, enfin, il me semble qu'il y a un tabou, là encore, en France, qui n'est jamais évoqué, qui n'est jamais remis en cause, et c'est le droit de grève. Le droit de Mhm. grève en France, on a l'impression que c'est le droit qui prime sur tous les autres. C'est-à-dire que parce qu'il est évoqué dans la Constitution, il serait plus important que tous les autres droits. Mais tous les autres droits aussi sont évoqués par la Constitution. Le droit de travailler, le droit d'aller et venir, le droit d'entreprendre, c'est des droits qui n'ont pas, qui ont la même valeur que le droit de grève. Ouais. Il n'y a aucune raison que le droit de grève prime sur tous les autres et que les citoyens qui veulent aller travailler, qui veulent se déplacer, partir en vacances, etc., soient systématiquement pris en otage par Mhm. quelques-uns au nom du principe du droit de grève, au nom de ce sacro-saint principe du droit de grève. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas encadrer ce droit de grève pour qu'il ne porte pas et qu'il ne nuise pas aux droits des citoyens. Et là, en l'occurrence, à l'image de la France de notre pays à l'occasion des JO, puisque c'est très clair qu'il y a une pression, il y a une forme de chantage hein, qui est, Ouais. en- qui est à peine voilée en fait, hein. En réalité, il y a peu de précautions qui sont prises pour dissimuler cela, mais très clairement, on va subir ce chantage. Et donc, alors évidemment,
c'est jamais la veille de ce genre d'événement qu'on lance une réforme du droit de grève. Donc là, maintenant, c'est trop tard quasiment, puisqu'il aurait fallu le faire à froid, à un moment où on n'aurait pas été sujet de façon importante à ce levier et à ce chantage. Mais on risque de voir effectivement prospérer d'ici le mois de juillet un certain nombre de mouvements sociaux ou de revendications salariales qui vont voilà, mettre en évidence, enfin, utiliser la grève comme levier de pression. Et ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir au fait que l'État s'endette un peu plus, parce que Oui, au premier chef de tout ça, ça va être les fonctionnaires qui vont oui. qui vont entrer dans la danse. C'est déjà en train de, on le voit, hein. Et donc, on va avoir des ministres qui vont ouvrir leur carte d'échec, larguer à main nue, pour faire passer des primes, des augmentations de salaire, pour éteindre toute velléité Velléité. Ouais. de grève. Et c'est un peu dommage qu'on soit systématiquement confronté à ce type de chantage. Et donc, moi, j'appelle de mes voeux un encadrement du droit de grève dans le privé, à l'instar de ce qui se fait pour le service public, c'est-à-dire à minima avec un délai de préavis minimum à respecter, ce qui n'est pas le cas, hein, encore une fois, en droit privé. Du jour au lendemain, les salariés, enfin les syndicats peuvent appeler à la grève, à une grève immédiate, reconductible, et sans qu'il y ait eu le moindre négociation au préalable. Donc un Hmm. préavis me semble la moindre des choses. Et puis après, il y a les services comme l'énergie, le transport, tout ce qui relève du service public ou participant au service public, qui, à mon sens, devrait être interdit de droit de grève pendant les périodes spécifiques, ou avec une obligation de service minimum. Alors, encore une fois, c'est fait, entre guillemets, à peu près dans les transports, même si c'est pas toujours évident. Euh, mais ça n'est pas le cas dans l'énergie, ça n'est pas le cas dans un certain nombre de domaines qui sont les poubelles, par exemple, hein. Ça, c'est Ouais, vraiment les un truc. poubelles, c'est ouais, Et on a subi ça avec des à de multiples conséquences. reprises. C'est vraiment scandaleux qu'il n'y ait pas un service minimum qui puisse être mobilisé. Ah ouais, puis ça a des conséquences terribles en termes de, De santé publique, de santé publique. d'hygiène, Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Ah ouais. d'hygiène, d'image de la France à l'étranger. C'est catastrophique. Ouais, pour Paris, il n'y a pas que Paris, mais pour Paris, ça peut en effet largement polluer notre image. C'est bien le mot de circonstance. Euh, on est presque à la fin de notre heure, là. On a couvert à peu près les questions qui nous étaient posées dans le chat au fur et à mesure. On anticipait ces questions. Il y a quelqu'un quand même qui s'inquiète qu'on n'ait pas parlé de la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et qui nous explique que bah, c'est certainement un des outils les plus efficaces pour essayer de prédire et de construire l'avenir et l'avenir des compétences. Alors, tu l'as mentionné un tout petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu as un mot à ajouter Ouais, là-dessus, une bah, recommandation pour Madame la Ministre sur ce sujet? la personne qui fait cette remarque a tout à fait raison. Ça devrait être, vraiment l'outil à privilégier pour permettre à la fois d'anticiper les besoins de recrutement et à la fois anticiper l'évolution des carrières des collaborateurs. Donc, quelque part, c'est virtueux pour tout le monde de Mhm. procéder à la gestion des emplois et des compétences. Ça suppose néanmoins que d'un côté, les employeurs aient le courage d'annoncer que demain, peut-être, tel ou tel emploi sera supprimé, Bien que sûr. peut-être demain, on n'aura plus besoin de telle ou telle compétence, mais plutôt d'une autre. Et ça Mhm. veut dire qu'il faut avoir le courage de le dire en amont. Mhm. Et ça veut dire aussi que les partenaires syndicaux, de l'autre côté, aient la maturité pour l'entendre et la maturité pour ne pas surréagir quand on va leur annoncer ça et se mettre autour de la table pour négocier les outils qui vont permettre De d'anticiper gérer. ces évolutions et de gérer en douceur les Mhm. évolutions nécessaires. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des partenaires sociaux, patronaux et de syndicats et de salariés qui soient matures, responsables et qui soient courageux. Et ça, malheureusement, honnêtement, dans mon exercice professionnel, j'ai très rarement vu
des accords qui soient pertinents sur le sujet Bah ouais. et qui ne soient pas autre chose que des grandes intentions, des grandes déclarations qui seraient faites sur lesquelles tout le monde s'accorde, mais qui n'ont aucun impact opérationnel concret. Pour les raisons évoquées, hein, manque de courage, manque de maturité des partenaires, manque de visibilité. Évidemment, quand vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes euh, incentivé sur les résultats immédiats de votre entreprise, vous ne voulez pas aborder les sujets qui fâchent tout de suite. Vous préférez laisser ça à votre successeur Ouais. parce que évidemment, tout risque que vous allez faire prendre à l'entreprise parce que vous allez annoncer des choses délicates bah, ça peut avoir une répercussion sur votre propre bonus de fin d'année. Et donc, vous êtes pas tout à fait responsabilisé de ce point de vue-là. Franchement, donc, évidemment, il n'y a pas que cette explication. Mais à l'inverse, c'est facile de surréagir et de mobiliser les troupes quand on est délégué syndical, plutôt que de prendre la responsabilité, de se mettre autour de la table Ouais, et d'essayer de prendre des d'organiser les mesures choses. de façon sereine. Mhm. Donc, c'est un peu la quadrature du cercle. Voilà. Donc, Mhm. évidemment, c'est l'outil à privilégier. Le constat est que malheureusement, on ne peut pas contraindre les partenaires sociaux Mhm. à se mettre autour de la table. Ils ont les moyens de le faire. Il y a des tas de. Mhm. Enfin, les accords sont disponibles. C'est tout à fait envisageable. La loi n'a pas besoin d'être modifiée. On a tout ce qu'il faut sur la table comme outil juridique pour le faire. Il suffit de. Voilà. Il suffit d'eux. Écoute, merci beaucoup pour ce moment. Alors, faut pas, faut, merci d'autant plus, je vais refaire ma phrase, merci d'autant plus que tu es en congé, en fait, tu es en vacances. Alors, il a mis le beau logo derrière, hein, mais en Oui. fait, il est pas à son bureau, hein, c'est comme moi, je suis pas chez moi, hein. Le fond est un fond d'écran, et donc il nous a offert une belle heure de partage sur son temps de vacances. Donc, merci beaucoup, C'est Guillaume. les merveilles du télétravail, ça, tu sais. Avec la démocratisation de ces outils ces outils Voilà. technologiques, il n'y a plus il y a plus de temps de travail ou de temps de congé. Tout est à moitié noir, à moitié gris. Tout, C'est les frontières entre les deux périodes se dissipent. Ça pose des difficultés d'ailleurs, et il faudrait que le législateur se saisisse de tout cela, sur les notions de temps de travail, ce genre de choses. Il faut en tout cas, ça me permet de dire qu'il faut en tout cas sécuriser le forfait jour qui permet justement d'avoir cette d'avoir souplesse, cette flexibilité, ouais. cette Ah ouais. flexibilité dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Il nous reste encore des chantiers. On se reverra. Il Faut n'y a pas pas de en souci. abuser, mais bon. Bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, le jeudi 29 février à 18 heures pour fêter les 15 ans du Bitcoin, hein. Le Bitcoin, c'était la crypto-monnaie, était notre premier sujet quand nous avons créé l'Institut Sapiens. Et puis également le jeudi 7 mars à 18 heures également, on parlera de transition énergétique. Est-elle soutenable en regard des défis des accords de Paris et du pacte vert? Merci à tous et bonne journée. Au Merci revoir. de votre invitation.